Et notre invité aujourd'hui est Serge Jousselme, tête de liste pour la coordination rurale 05 pour les élections à la Chambre d'agriculture. Des élections qui se tiennent jusqu'au 31 janvier. Alors il y a 3 autres listes avec vous pour ces élections. La liste menée par le président sortant, Pierre-Yves Motte, elle regroupe la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs. Il y a également la liste du MODAF et la liste de la Confédération paysanne. Alors Serge Jousselme avec nous aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Alors déjà pour présenter un petit peu votre liste, la coordination rurale 05 s'est créée il y a peu finalement dans le département, c'était en octobre 2012 avec la mise en place d'actions concrètes et de votre programme. Oui, nous avons créé la coordination rurale à quelques-uns en octobre 2012 parce que nous souhaitions déjà préparer ces élections à la Chambre d'agriculture et nous pensions qu'il y avait besoin de défendre d'une manière réelle les agriculteurs, chose que les syndicats qui sont présents aujourd'hui ne le font pas tout à fait bien. Donc nous avons souhaité mettre en place la coordination rurale pour être vraiment au plus proche des agriculteurs et être, comme le dit notre slogan, 100% à la défense des agriculteurs. Alors avant de se lancer vraiment dans la présentation de ces élections et de votre liste, on va déjà vous présenter vous, Serge Jousselme, tête de liste donc pour la coordination rurale 05. Vous travaillez dans la filière porcine et vous êtes champsaurin de Chabot. Vous pouvez nous présenter un petit peu votre exploitation concrètement, en quoi, comment elle se passe? Donc je suis éleveur de porc. Avec mon épouse, nous travaillons sur l'exploitation. Nous avons une centaine de mères, donc nous faisons naître des porcelets. Et donc nous les élevons jusqu'à l'abattage. Et donc nous commercialisons avec la Cicale Montagnard des Alpes qui est à Gap, donc dans laquelle nous sommes adhérents avec pratiquement l'ensemble des éleveurs porcins des Hautes-Alpes. Et nous commercialisons auprès des bouchers détaillants, transformateurs détaillants des Hautes-Alpes, un petit peu de l'Isère et aussi des Alpes de Haute-Provence. Et donc aujourd'hui même nous étendons un peu notre commerce sur le sud de la France et je pense que c'est un bassin qu'il faudra conquérir à l'avenir pour valoriser nos produits locaux. Alors on sait qu'il y a certaines filières qui sont en difficulté dans le département, la filière laitière. Du côté de la filière porcine, je crois que les Hautes-Alpes se portent plutôt bien de ce côté-là, l'économie est bonne. L'économie est pas mauvaise, mais nous avons quand même aujourd'hui, nous subissons quand même la FNSEA parce qu'aujourd'hui par rapport au prix des céréales, nous avons quand même des céréales qui nous coûtent cher parce que nous produisons une partie de nos céréales sur notre exploitation et donc nous les transformons pour les donner à nos animaux. Mais derrière ça, je crois que la politique qui est menée par la FNSEA et Xavier Belin, qui est aussi président de Sophie Protéol, qui sont des gens qui souhaitent plus de l'agro-business que des agriculteurs, sont capables de spéculer sur les céréales, de faire monter ces prix-là. Et donc derrière ça, toutes les productions animales sont concernées dès qu'il y a consommation de produits végétaux. Et donc, c'est pour ça que nous sommes aussi un peu impactés par ces problèmes-là, des céréales qui sont souvent chères par le fait de la spéculation. Alors c'est un des enjeux forcément, les produits dans l'agriculture. Pour en revenir un petit peu aux élections à la Chambre d'agriculture, si vous deviez faire un bilan de l'action qui est menée par le président sortant pour l'instant, Pierre-Yves Motte, qui est à la tête de cette liste qui regroupe la FDSEA, donc la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs, si vous deviez avoir un regard sur les actions qui ont été menées ces dernières années. Sur les actions qui ont été menées, certaines sont peut-être parties dans le bon sens, mais je pense que avec la liste que présente aujourd'hui la FDSEA, qui est toujours, on retrouve toujours les mêmes têtes et qui est une liste qui va ronronner, qui va continuer à gérer le quotidien. Je crois que les actions pourront pas être menées jusqu'au bout. Je crois que nous, on fait la preuve par notre liste d'avoir des nouvelles têtes, des gens qui sont engagés, qui ont des idées, qui sont présents sur le territoire. Et donc, par rapport aux actions qui ont été mises en place par la Chambre d'agriculture, il faudra les mener jusqu'au bout et je pense que de faire confiance à une liste comme nous, qui est la coordination rurale, qui sommes, je pense, par rapport à l'administration, par rapport à tout ce qui est directive européenne, nationale et autres, je crois qu'aujourd'hui, la Chambre d'agriculture et aussi la FDSEA sont souvent la courroie de transmission pour faire avaler la pilule aux agriculteurs. Et nous sommes pas du tout ça, nous sommes une force de proposition, mais aussi d'opposition par rapport à l'administration. Je crois qu'il faut être sur plusieurs points, il faut être très dur et très concret et aller vraiment dans la défense réelle
de nos agriculteurs. Alors sur votre liste, il y a quand même des personnes qui siègent aujourd'hui à la Chambre d'agriculture aussi et qui font donc partie de la majorité actuelle. Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire dans le fait d'avoir vraiment des gens qui siègent à la majorité actuelle qui se présentent sur une autre liste? Je pense pas. Je pense que les gens qui ont fait le choix de partir de la majorité actuelle, c'est que, monsieur, si vous faites allusion à Didier Raymond a démissionné de la Chambre d'agriculture parce qu'il trouvait dans son fonctionnement qu'il y avait quand même de gros problèmes et donc il n'a pas pu se faire entendre au sein de la maison, donc il a souhaité démissionner et donc aujourd'hui ce n'est pas il rend pas des comptes à ces gens-là, il a d'autres idées, il s'est entouré d'autres gens et je crois qu'on a une très belle liste, on a une liste qui est présente sur l'ensemble du territoire, on a une moyenne d'âge de 41 ans, on a des gens qui sont nouveaux mais aussi engagés, qui ont de l'expérience et je crois que nous avons une très belle liste pour conduire aux destinées de la Chambre d'agriculture. Alors parmi les grands dossiers qui vous attendent et qui sont également au centre des discussions pour cette élection à la Chambre d'agriculture, c'est la situation du monde paysan dans les Hautes-Alpes qui devient assez critique puisque aujourd'hui il y a plus de départs qu'il n'y a d'arrivées dans le département. Comment est-ce qu'on peut tenter de redresser la barre, si je peux m'exprimer ainsi, et essayer de faire perdurer ce monde paysan qui est finalement une richesse pour ce département des Hautes-Alpes? Aujourd'hui, il faut arriver à contrer toutes ces politiques qui contraignent les agriculteurs à ne pas donner de valeur ajoutée à leur exploitation. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de faire de la diversification, mais derrière ça, on a des contraintes qui sont liées au sanitaire, qui sont des aberrations, qui sont du carrelage jusqu'à 2 mètres de haut, des gens qui veulent faire des jolis laboratoires, mais c'est jamais suffisant et tout. Donc, je pense que derrière ça, il faut donner les moyens aux agriculteurs de donner de la valeur ajoutée à leur exploitation. Bien entendu, nous soutenons toujours le fait qu'il y ait une compensation d'handicap, qu'il y ait une régulation des prix par la PAC, et j'en dirai un mot tout à l'heure de la PAC, mais aussi je pense qu'il faut que nos exploitants puissent donner de la valeur ajoutée à leur exploitation en se développant chez eux, pas chez leurs voisins. Je pense que sur le foncier, c'est pareil. Sur le foncier, il faut arriver à ce que l'ensemble des syndicats soient autour de la table pour que ça ne termine pas en copinage, arrangeage, tout ça, toutes ces choses-là, pour que derrière ça, on trouve des solutions sur chaque secteur pour installer des jeunes et pour mettre des jeunes sur des exploitations qui sont viables et pas que ça devienne des drames humains au bout de 5 ans quand la DJA a été consommée, la dotation qui est donnée à chaque jeune agriculteur quand il s'installe. Je crois qu'il faut donner les moyens à ces agriculteurs de pouvoir perdurer, de pouvoir transmettre, de pouvoir avancer. Et puis je pense aussi aux anciens qu'il faut aider à transmettre leur exploitation, parce que ça fait des années que la FNSEA parle de la revalorisation des retraites des anciens, mais qui n'a pas fait grand-chose sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, les anciens, bien entendu, quand ils ont à céder leur terre, ils spéculent plus ou moins pour s'assurer une retraite à peu près décente. Donc je pense qu'il y a des leviers qui doivent être mis en place pour que on puisse plus installer de jeunes et sur des exploitations qui ont de la valeur ajoutée et qui, par la richesse du travail des gens, leur permettent de bien vivre dans ce département. Et je crois que le discours qui est aujourd'hui porté par la liste majoritaire est un discours qu'on a trop longtemps entendu, qui à un moment donné avait peut-être ses moyens, mais qui aujourd'hui n'est plus en phase pour essayer d'installer des jeunes agriculteurs. Concrètement, dans les Hautes-Alpes, puisqu'il y a beaucoup de politiques nationales qui influent sur l'installation ou pas, mais est-ce que concrètement, dans les Hautes-Alpes, à un niveau très local, vous avez des moyens d'action et des leviers pour favoriser l'installation des jeunes? Mais bien entendu, je pense que déjà, rien que par le foncier, puisque quand même toute exploitation agricole est plus ou moins liée au foncier, elle est plus ou moins impactée si c'est du bovin allaitant, de l'ovin, ou si c'est du maraîchage, et c'est un peu moins impacté parce qu'il faut un peu moins de foncier. Mais par rapport au foncier, c'est quand même l'agriculture, c'est la vie de la terre. Donc derrière ça, il faut que, et par rapport à ce foncier-là, il faut que toutes les commissions qui sont liées au foncier, il faut qu'il y ait l'ensemble du pluralisme, au moins derrière ça, tout le monde sera représenté géographiquement et on pourra faire avancer des idées au lieu d'attribuer à certaines personnes qui sont souvent les mêmes ou ceux qui parlent le plus fort et autres. Donc je pense que sur le foncier, on a déjà ce levier-là. Et le deuxième levier, c'est face à l'administration. Quand je vous disais tout à l'heure que si aujourd'hui on crée un laboratoire, aujourd'hui on est plus contrôlé. Un petit agriculteur qui veut créer un laboratoire pour transformer des fromages, de la charcuterie, qui veut commercialiser des fruits et légumes
sur son exploitation qu'aujourd'hui l'agro-industrie qui est représentée par des grandes filières qui sont Fleury Michon et autres, et encore plus des coopératives comme Candia que la FNSEA soutient, et qui eux, dans le cadre de la FNSEA, eux ce qu'ils soutiennent c'est avoir du produit, mais ils s'en foutent carrément de savoir qui le produit et comment il le produit. Ce que vous dites, c'est finalement revenir au local et arrêter de vouloir à tout prix être sous la coupe de grandes filières et revenir vraiment au local, aux petits agriculteurs, ce qui signifie aussi la valorisation des circuits courts pour mettre en avant les producteurs locaux. Bien entendu, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas organiser ces circuits courts. Je veux dire qu'on ne pourra pas faire la promotion de chaque agriculteur qui vend au pied de sa ferme, parce que si les agriculteurs sont distants d'1 kilomètre et qu'ils proposent le même produit au pied de leur ferme, obligatoirement par rapport au passage, ils seront en concurrence. Donc je pense qu'il est nécessaire d'être capable de regrouper l'offre et de l'organiser au niveau régional. Nous avons la chance d'avoir un superbe bassin de consommation qui sont les villes de Marseille, de Nice, d'Avignon, donc qui sont pas très loin. Et je crois que ces mégapoles sont capables de consommer et sont preneurs de ces produits-là. Mais dans le bilan de la Chambre d'agriculture, centraliser l'offre pour arriver à essayer de la commercialiser sur la région PACA, ça semble impossible à faire. Ils sont là présents déjà depuis... il y a des gens que je vois là depuis 20-25 ans. Et puis, je crois que les filières carnées ont besoin de s'organiser. Au niveau on a un chevillard, mais je pense que on peut créer des coopératives à taille humaine qui ramènent de la valeur ajoutée à leurs agriculteurs et non pas partir sur des grandes méga agro-business et autres coopératives qui, elles, le seul profit qu'ils veulent faire, c'est sur le produit, mais pas le redistribuer aux agriculteurs. Alors encore deux questions rapidement puisqu'il y a beaucoup de sujets à évoquer sur le monde agricole. La première, alors c'est un sujet qui est peut-être un petit peu compliqué, c'est ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune, qui est l'un des grands enjeux qui arrive, avec cette menace des suppressions d'aides aux agriculteurs. Concrètement, comment vous la voyez arriver et quel peut être le garde-fou, j'allais dire, contre les décisions qui sont prises pour le coup au niveau européen aujourd'hui? Je crois que aujourd'hui, se faire représenter au niveau national et européen par une personne, la personne de Xavier Belin, qui a mis à genoux la FNSEA, qui derrière ça a pris la place d'éleveur. Ça devait être un éleveur aveyronnais qui devait représenter la FNSEA. Avant, c'était Jean-Michel Lemétayer. Aujourd'hui, la FNSEA a bien clarifié dans son camp qu'il était pour l'agro-business et non pas pour les petites agricultures et surtout pas pour les agricultures de montagne. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut que toutes les chambres d'agriculture influent là-dessus, qu'il y ait des résultats d'autres listes, dont la coordination rurale, qui feront pencher la balance en disant « nous voulons privilégier les paysans par rapport à ce système-là ». Et donc, nous défendrons toujours la compensation de handicap, puisque quand on est dans une zone de montagne, les cultures sont plus dures à faire, l'altitude, la pente, donc il est nécessaire d'avoir des compensations de handicap pour ces exploitations-là. Et donc, nous défendrons à ce niveau-là pour avoir ces compensations. Mais pour ce qui est de la PAC, je pense qu'il faut arriver à une régulation des prix par des méthodes de quotas, je pense qu'il est nécessaire de caler l'offre à la demande. Dès qu'on est dans un système où il y a beaucoup trop d'offres, le prix baisse. Il vaut mieux essayer qu'on arrive à équilibrer l'offre et la demande, mais au sein d'une Europe qui soit solide, qui soit garante du soutien de ces paysans et qui ait la même visibilité pour tous ces paysans au sein de l'Union européenne. Donc nous sommes pour la régulation des prix, nous ne sommes pas du tout contre la PAC, mais derrière ça, il faut que les gens qui représentent les agriculteurs, qui défendent vraiment les agriculteurs et pas leur structure, parce qu'aujourd'hui, je pense que la FNSEA défend plus ses structures que ses agriculteurs, eh bien, nous influerons pour avoir une politique budgétaire qui soit intéressante pour les agriculteurs de nos zones. Alors, dernier sujet qui revient régulièrement et dont on parle toujours, forcément le loup, puisque c'est un des grands sujets aussi de ce département qui influe énormément aussi sur la vie des éleveurs. Quelle est la position de la coordination rurale 05, clairement, sur cette question, le loup, avec toutes les tractations qui sont en cours, assouplissement des tirs de défense, augmentation ou généralisation du principe de tir de légitime défense, plus de tirs de prélèvement? Quelle est votre position concrètement? Nous, notre position, j'ai pas l'habitude... je suis plus sur un combat d'idées que sur un combat d'hommes par rapport à nos élections à la Chambre d'agriculture. Mais là, j'ai entendu Pierre-Yves Motte sur vos ondes. Alors, Pierre-Yves Motte, il dit oui au loup.
Moi, je dis non au loup. Voilà, c'est la grande différence. Et donc, nous... Pas de cohabitation possible entre le loup et les éleveurs, même pas en essayant de mettre en place des systèmes de régulation. Mais pas du tout. Je crois qu'il faut carrément des zones d'exclusion du loup. Il y a une députée de la Lozère qui aujourd'hui monte au créneau là-dessus. Et je crois qu'il y a une incompatibilité du loup et de l'agneau. Pierre-Yves Motte l'a dit. Mais derrière ça, on dit pas oui au loup pour assurer quoi? Des gens qui sont dans des villes et qui ne le verront jamais, qui même s'ils vont en vacances ne le verront pas. Je crois que le loup aujourd'hui n'est pas en voie d'extinction. Nous, la France, il y a une 50aine d'années, on a fait le choix du pastoralisme pour l'entretien de nos zones. Et aujourd'hui, c'est complètement incompatible. Donc, on va pas pouvoir dire, on va installer des jeunes, on a pris à bras le corps le problème de l'installation, une arrivée pour un départ. Si derrière ça, il n'y a pas l'exclusion totale du loup. Donc, moi, si j'arrive à la Chambre d'agriculture, je demanderai aux autorités qu'il y ait carrément des zones d'exclusion du loup mis en place par l'État. La Convention de Berne le prévoit. La Convention de Berne prévoit qu'il y ait des zones d'exclusion. Et je crois que toutes les zones pastorales, on ne peut pas avoir le loup. C'est des conditions qui sont inappropriées et les agriculteurs qui y sont confrontés, chaque fois, aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, beaucoup d'agriculteurs renoncent au métier et autres. Et donc, ça arrivera à grands pas. Donc, notre grande différence avec le syndicat majoritaire et les autres syndicats, c'est non au loup et on mettra tout en place pour qu'il n'y ait plus de loups dans les zones pastorales, car il y a nécessité d'avoir un élevage extensif, comme nous avons mis en place, pour avoir un élevage de qualité. Et donc, le loup est complètement incompatible avec ça. Donc, tous les moyens devront être mis en œuvre par l'État et par les agriculteurs. Le loup est un prédateur pour l'agriculture. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Serge Jousselme, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et donc, dans quelques minutes, vous retrouvez de nouveau le rallye Monte-Carlo, Romaric Ponce et Jean-Jacques Marcelin qui sont donc à Valence avec nous, qui seront en direct depuis Valence pour vous faire vivre ce rallye Monte-Carlo. L'invité d'ici, c'est vous, c'est nous. Tout simplement la radio des gens d'ici. Vos émissions en podcast, d'ici.fm, dici.fm, i.fm, i.